This meeting is being recorded. Allez, c'est parti. Du coup, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui donc, pour ce deuxième Meetup for Industrie dédié aux usines connectées. La dernière fois, en fait, on avait travaillé sur la compréhension et la mise en place des IoT industriels. Aujourd'hui, on va plutôt nous concentrer sur la partie Smart Maintenance avec trois acteurs, je dirais, plutôt quand même très opérationnels et complémentaires. Donc, l'idée, c'est toujours une fois de plus de vous informer sur ce thème, mais aussi et surtout d'ailleurs de vous donner les clés pour que vous puissiez engager des démarches dès lundi matin. Donc, pour information, sachez quand même que vous pouvez retrouver ce webinaire ainsi que l'intégralité de nos webinaires sur notre chaîne YouTube. On vous mettra le lien dans le chat, mais de toute façon, c'est assez simple à trouver. Donc voilà. Alors, pour en venir à notre sujet, du coup, la maintenance, elle, est aussi, je dirais, impactée par les transitions numériques. Et en fait, grâce à tous ces nouveaux moyens de communication, toutes les données qu'on va capter à travers les différents outils de production, on va avoir accès à tout un tas d'informations en temps réel. Et donc, du coup, aujourd'hui, on dispose de tout un tas de nouveaux outils qui vont vous aider à prendre des décisions dans la gestion de vos parcs machines. L'idée, c'est simplement de vous présenter aujourd'hui trois acteurs qui vont illustrer toutes les applications qu'on peut avoir pour la partie maintenance. Donc, dans un premier temps, on aura la chance d'avoir Katia Luce d'IBM France qui va nous expliquer comment elle, d'un côté, l'utilisation de l'intelligence artificielle va faciliter la maintenance aussi bien prédictive que curative. Ensuite, dans un deuxième temps, on aura Stéphane Hérin de la société d'EasySoft qui, lui, nous expliquera à travers une multitude d'exemples comment un logiciel, je qualifierais un peu de plug and play, donne des moyens innovants d'analyse, de diagnostic et de mesures sur vos outils, sur vos machines, et de façon à réduire tous vos actes de maintenance. Et enfin, on aura donc Stéphane Leduc qui, lui, sera là pour vous présenter une solution que je tenais vraiment à vous présenter, qui est vraiment une solution très simple à mettre en œuvre, qui est indépendante complètement de tous les systèmes que vous pouvez avoir et qui va vous permettre, en fait, pour plutôt la partie primo-accédant, je dirais, de mettre un petit peu déjà un pied du côté, j'ai un peu du côté obscur de la force 4.0 si vous me passez l'expression. Il ne fait pas très beau ici, là. Du coup, il y a beaucoup d'orage. Donc, en tout cas, avec ces trois acteurs, j'espère que tout se passera bien d'un point de vue connexion. Avec ces trois acteurs, je pense que chacun d'entre vous, que vous soyez, comme je disais, primo-excédent ou expérimenté, vous allez trouver, à mon avis, des pistes de réflexion ou de travail. Donc voilà, n'oubliez pas, si vous voulez d'utiliser le chat pour poser toutes vos questions tout au long du webinaire, je me ferai fort de les relayer. Et donc, écoutez, je vous laisse profiter dès maintenant, dès à présent, de nos intervenants. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite avec Katia, qui normalement, c'est bon pour vous, vous devez pouvoir partager votre écran et on va pouvoir démarrer. Ouais, bonjour à tous. On est bon. C'est parfait. Oui. Bonjour. Je suis sur une page. Merci Antoine et toute l'équipe d'idées de m'avoir invité effectivement à présenter comment on transforme la maintenance grâce à l'IoT et l'intelligence artificielle. Donc effectivement, la dernière fois, vous avez vu comment connecter en fait les machines. Maintenant, on va voir effectivement comment on s'en sert parce que c'est important de pouvoir l'utiliser. Donc, je suis Katia Luce, je suis effectivement Solution Engineer Maximo. C'est un outil de gestion de la maintenance à la base. Et ça fait bien longtemps que c'est plus que ça, mais que c'est bien une plateforme de maintenance digitale. Et chez IBM, on n'est pas effectivement forcément que connu pour ça. En fait, il y a quelques années, on fabriquait encore des ordinateurs et des caisses enregistreuses. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et effectivement, on se concentre autour de l'intelligence artificielle dans toutes nos solutions logicielles. Moi, je suis aujourd'hui côté software. Et on verra qu'il y a je ferai une petite parenthèse sur la partie développement durable, puisqu'aujourd'hui, on sait que dans l'industrie, autant que l'IoT et l'intelligence artificielle, on verra aussi comment ça pourrait nous aider à mieux, effectivement, être prêt pour les enjeux que nous annonce l'avenir. Donc, on parle de digital réinvention, en fait. Pourquoi? Parce qu'on bouleverse complètement les modèles, en fait, dans la manière, dans l'industrie, comment on gère les équipements. Puisque aujourd'hui, de plus en plus d'équipements sont connectés, voire même interconnectés, puisqu'effectivement, on peut mettre des capteurs qui portent déjà en edge, donc sur le matériel, qui peuvent prévoir eux-mêmes leurs propres défaillances. Je ne dirais pas forcément les pannes, mais on va savoir avec des capteurs de vibration qu'on a une dérive qui commence à arriver ou des choses comme ça.
On a l'intelligence artificielle qui va changer la manière dont on opère cette maintenance. Vous verrez qu'on va faire de l'inspection visuelle ou des choses comme ça. On sait que les aéroports ou même tout type de secteur s'automatise, encore plus que ce que ça n'était il y a 15-20 ans. Les bâtiments, on sait que on va régler la clim, on ne va pas faire tourner les lumières non-stop, du moins des choses assez basiques. Et puis, on a surtout le dernier pilier qui dit que les équipements, ils sont de plus en plus complexes. Il y a de plus en plus d'électronique, il y a de plus en plus de matériel qui sont des choses imbriquées, en fait, donc des actifs de plus en plus difficiles à conduire et à maintenir. Donc, toutes nos solutions, en fait, c'est sous-jacent, en fait, mais que tout ce qui permet de maintenir ces actifs, ça doit changer aussi. On ne peut plus faire de la maintenance comme il y a 30 ans. Il y en a qui le font encore, mais on sait que c'est de moins en moins efficace, ou alors en tout cas, c'est de plus en plus coûteux puisque les machines vieillissent aussi. Donc ça, c'était pour l'installation. On sait que dans les installations modernes, en fait, on compte plus de 80 000 capteurs en fait, qui vont être réceptionnés dans ce qu'on appelle les data lakes, en fait, ou les réservoirs de données, en fait, et ça pourra produire jusqu'à 15 milliards de données au cours de sa vie. Donc là, on commence à avoir des volumes de données en fait, qui sont intéressants pour pouvoir en tirer quelque chose, mais aussi qui sont complexes à traiter. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller dans un fichier Excel, en fait, se dire, tiens, qu'est-ce que je fais comme corrélation entre mon type d'équipement et les 3 dernières pannes que j'ai eues, quoi. Ça ne suffira pas. Et c'est là où ça commence à être intéressant de pouvoir avoir des outils avec... on parle d'intelligence artificielle, moi je parle d'intelligence artificielle quand on va réussir à faire lire ou apprendre quelque chose à une machine, ou quand on va savoir analyser des images. Quand on va analyser des données, on est plutôt dans ce que j'appelle la data science. D'accord ? Donc il y a des gens parfois qui mélangent un petit peu les deux, mais toute la maintenance prévisionnelle ou la prédictive maintenance en anglais, on va plutôt être effectivement sur la data science. On verra qu'on utilise l'intelligence artificielle pour analyser des pannes selon des images qu'on va prendre et apprendre à une machine aussi à lire des milliers de documentations pour donner tout de suite la meilleure recommandation à un technicien. D'accord ? Donc voilà pour la définition que je ferai et la différence que je ferai aujourd'hui. Donc c'est un défi quotidien pour nous aujourd'hui, en fait, qui nous sont remontés par nos clients, parce qu'effectivement, ils veulent réduire tous les temps d'arrêt et améliorer la maintenance. Donc ça, c'est votre sacerdoce, je dirais, dans l'industrie aujourd'hui, parce qu'on sait que ça coûte très cher. On veut tirer en fait des nouvelles valeurs des données, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait des pannes reproductives, on les connaît, mais l'idée, c'est qu'il y a quand même plus de 80% des pannes qui apparaissent de manière aléatoire. Donc là, on aura beau avoir des données, une GMAO, en fait, ça ne suffira pas en fait, pour enrichir et faire auto-apprendre le système pour qu'il puisse nous aider à mieux prévoir les pannes, en fait. Aujourd'hui, il y a 90% des données qui sont collectées sur un équipement qui ne sont pas utilisées. C'est-à-dire qu'on a eu la fièvre de l'IoT il y a 4-5 ans, en fait. Tout le monde a installé des capteurs, tout le monde a voulu récupérer les données de ces automates, toutes ces choses-là. On sait aujourd'hui en fait que c'est encore très peu exploité. Et même quand c'est exploité par les informaticiens, c'est exploité par les gens qui font de la data science, mais ce n'est pas redonné aux gens de la maintenance ou de la production. Et l'idée, c'est vraiment d'aller au bout et de redonner aux gens de la maintenance et de la production. Après, il y a un autre axe, en fait, en tout cas dans ce que nous disent nos clients, en fait, dans leur pain point, c'est effectivement qu'on perd les techniciens expérimentés. Pourquoi ? Parce qu'il y a la courbe des âges qui fait qu'il y en a 30% qui partent à la retraite. Et puis, on a aussi un bon taux de turnover. Ce n'est pas que dans l'informatique qu'il y a du turnover, mais dans les métiers de la maintenance aussi, il y a un bon taux de turnover. On verra comment l'IA, ça aide finalement le technicien à faire bien du premier coup depuis son appareil mobile, par exemple. Et puis après, on veut réduire les coûts, toutes ces choses-là, mais ça, c'est en filigrane, quoi. C'est évident. Donc, il y a toujours le dilemme, en fait, équilibrer les coûts, les risques et les performances, parce que est-ce qu'on réduit les coûts, est-ce qu'on dépense plus, est-ce qu'on fait de la surmaintenance ou est-ce qu'on fait de la sous-maintenance, est-ce qu'on attend que ça tombe en panne, est-ce qu'on remplace un équipement? Donc, tout ça, c'est aussi important à bien gérer, en fait, dans son quotidien, en fait, de maintenance. Et on verra effectivement comment on peut être au plus juste, en fait, avec les outils digitaux qui sont présents aujourd'hui sur le marché. Donc,
On a un changement opérationnel, hein, je l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, en fait, mais des équipements de plus en plus complexes. On veut surveiller les équipements à distance. L'idée, c'est d'avoir un petit peu un cockpit de pilotage. Vous avez peut-être votre MES qui vous donne déjà cette partie-là. Souvent, on le voit beaucoup dans la partie manufacturing system, où on a une vision de comment on produit, on a nos ERP qui nous disent tout ça. Mais on n'a pas forcément du côté de la maintenance. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas forcément l'état de santé de son équipement à un instant T. Alors, ça n'a pas besoin d'être en mode comment dire, en temps réel, mais c'est quand même bien, quand on est responsable de maintenance, de se rendre compte si son parc il va bien ou pas quand on commence sa semaine ou sa journée. Donc, les techniciens qui partent à la retraite, et on verra comment on va les aider. Un niveau plus élevé pour les techniciens, c'est-à-dire que quand il y a beaucoup d'électronique, quand il y a beaucoup de systèmes complexes, ben on va demander un niveau plus élevé à un technicien qui arrive sur le marché du travail. Et la nouvelle génération de techniciens qui arrivent sur le marché du travail, en fait, nous, moi, du haut de mes 40 ans, on va dire, je suis plutôt de la génération Google, en fait, qui va aller chercher en fait, sur Internet, qui va aller chercher dans les documentations, dans tous les SharePoint qui pourraient être partagés dans l'entreprise. La nouvelle génération qui arrive, elles sont ce qu'on appelle digital native et ils sont nés avec l'IA, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils attendent qu'on leur pousse de l'information aussi, quoi. Et ils ne vont pas passer des heures à aller chercher, ou en tout cas, ils ne sont pas mindsetés de cette manière-là. Donc, du coup, l'idée, c'est de pousser aussi l'IA jusqu'au technicien pour qu'on lui propose la meilleure recommandation. Après, évidemment, il a sa formation qui lui fera choisir plutôt A que B quand c'est à 90% ou 95% de la recommandation qui est poussée. D'accord ? Donc là, je vais vous passer une petite vidéo en fait, pour imager en fait, finalement comment on emmène toute cette IA et toute cette IoT à la main du technicien dans la mobilité. Je ne sais pas comment on va passer la musique. C'est en anglais, mais c'est sous-titré en français normalement. As experienced technicians retire, replacing generational knowledge is a challenge. In fact, maintenance leaders ranked attracting and retaining talent and a shrinking or underskilled workforce as their top challenges. The bottom line is that without easy access to the insights they need in the field, new technicians spend more time researching solutions than fixing problems. IBM Maximo Mobile gathers and analyzes your near real-time asset management and performance data in a simple mobile native app that empowers technicians to get the job done right. It puts the AI insights for guided maintenance and repairs in the palm of your technician's hands. Eli is a new technician, but that's okay. Maximo Mobile is designed to help him complete work orders from start to finish. The navigator screen shows he has 3 work orders assigned to him. Tapping My Schedule lists key information for each work order, like status and priority, due date, asset location, and touch points for details like tools, maps, work logs, and more. Tapping the blue button guides Eli through his work orders at every step, beginning with a review of required materials. With materials and tools loaded, he taps Start Travel to display the route to his first location. On site, Eli uses the touch points to examine work order details and get the right resources at the right time. Eli notices that his device is offline. However, he can still access data from an intelligent database stored on the device. New data he enters will be synchronized when the app reconnects to the server. Next, he checks out the latest work log on the asset. Tapping the blue button always highlights the best next step in the process, so a technician of any experience with mobile apps can easily follow the step-by-step guidance to complete the repair. Eli completes the recommended tasks. He gets stuck on task 3, so he taps the AI-powered Assist touchpoint for help. Eli finds a previously recorded session in which a fellow technician and an expert collaborated on this step. Experts can annotate the technician's screen captures, providing detailed guidance on what actions to take as if the expert is right there. This helps Eli remedy the problem, allowing him to move on and successfully complete the remaining tasks. Available on any mobile device, Maximo Mobile improves asset uptime and operational efficiency of your connected workforce with a single intuitive mobile platform. Get the job done right with step-by-step guided repair resources and increases first-time fix rate with an AI and remote human-based assistant. Empower every technician to manage any asset, anytime, any place with IBM Maximo Mobile.
Alors effectivement, dans cette vidéo, on revoit bien en fait comment finalement les données qui sont collectées permettent au technicien en fait de faire tout de suite bien son boulot et de mettre à disposition finalement toutes les données qui sont disponibles sur le terrain. Donc Maximo Application Suite, c'est bien une plateforme de maintenance digitale et je vais accélérer un tout petit peu. Donc c'est une solution intégrée puisqu'on voit en haut hein, sur la partie le rond bleu, on voit que c'est évidemment la partie GMAO qui est asset centrique, donc la gestion des Attendez, on vous a perdu du coup, Katia. Attendez. Hop là. Non, non, enfin, ouais. Ça fonctionnait très bien, mais d'un coup, ça a coupé. On a bien votre partage d'écran, c'est juste votre son qu'on a. Non, on entend bien, moi j'entends Antoine. Ouais, moi aussi j'entends Antoine, hein, ça marche. Hein. C'est toi Antoine. Vous n'avez C'est plus moi. m'écouter. Ah, pardon. C'est bon, moi, si tout le Ok. monde m'entend, je continue. Donc, effectivement, Ah, on c'est est bon. vraiment centré sur l'actif, hein, celui que vous avez dans vos industries, celui que vous avez, là, c'était de l'antenne, du moins, peu importe, tout type d'actif. On a la brique GMAO, qui est la brique historique hein, qu'on retrouve dans Maximo, mais c'est pas dans celle-là qu'on va infuser l'intelligence artificielle ou qu'on va utiliser l'IoT. Mais on a d'autres briques, en fait, comme le monitoring, hein, c'est celui qui va nous permettre de voir, effectivement, les capteurs, hein, c'est ce qu'on appelle aussi plus vulgairement ce qui est connecté à des plateformes IoT. Ensuite, on va faire de l'inspection visuelle, c'est-à-dire qu'on va, on verra dans l'exemple juste après, comment on fait finalement en prenant des photos ou capturant des images, on peut aller détecter des pannes. Tout ça, c'est pour avoir un score de santé, hein, donc la partie santé de notre équipement, pour avoir une vue 360 finalement de notre asset. On va y intégrer la partie maintenance prévisionnelle, en fait, puisqu'on va pouvoir avoir des données plus l'historique. En général, on se sert de l'âge de l'équipement, de son historique de maintenance, des données qui viennent des capteurs. Si on voit qu'on commence à avoir une déviation de vibration ou une température qui augmente, que l'équipement est vieux et qu'en plus, il vient de tomber en panne ces 3 dernières semaines, son score de santé n'est pas très bon et on va pouvoir planifier sa prochaine panne. Si on n'a pas de données, ça va être difficile de faire de la maintenance prédictive. Ensuite, on va planifier la maintenance. La mobilité, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Effectivement, l'idée, c'est d'aller mettre l'IoT et l'IA jusque dans la main du technicien au niveau mobile et de pouvoir l'assister, en fait, soit en remote expert, en fait, ça, on ne l'a pas forcément vu dans la vidéo, mais aussi en utilisant, par exemple, j'étais chez un client, en fait, qui a une machine sur laquelle il y a plus de 3000 documents. Vous imaginez, en fait, sur cette machine, le technicien, quand il doit intervenir, il doit aller chercher, même s'il va dans un PDF, en fait, il faut qu'il aille chercher dans les 3000 PDF, et ben, il ne va jamais trouver le code erreur tout de suite dans le beau document. Là, l'idée, c'est de pouvoir en fait faire apprendre à lire en fait à l'IA et en posant une question en langage naturel, soit via un chatbot, soit de manière orale, soit en écrivant, d'avoir directement, de pointer au bon endroit et d'avoir la bonne recommandation avec des arbres de diagnostic intelligents. Donc, il y a une flexibilité d'utilisation parce que vous pouvez utiliser tous ces modules digitaux en fait, à la carte et on peut faire un déploiement multi-cloud en SaaS ou chez vous, ou sur le cloud provider préféré. Ça, c'est l'idée, c'est de pouvoir emmener le digital où vous en avez besoin dans vos usines. Donc là, je vais encore passer une petite vidéo, mais je pense qu'il n'y a pas mieux que par l'exemple. Et je terminerai, je pense que par ça, en fait, c'est comment en fait, on a un client qui maintient un pont. Alors, vous allez me dire, un pont, ce n'est pas forcément un asset industriel, mais il y a beaucoup plus de moteurs, de pompes et de choses à maintenir que ce qu'on pourrait imaginer. Et puis, on va voir comment on utilise l'intelligence artificielle avec l'inspection visuelle dans cette vidéo. Pour tout un chacun, un pont semble être permanent, solide et à l'épreuve du temps et des intempéries. Mais ce n'est pas le cas. Les ponts sont des ouvrages d'art particulièrement complexes à maintenir. Si le pont n'est pas inspecté et maintenu correctement, de graves accidents peuvent survenir. Sundenbelt est responsable de la sécurité et du maintien en conditions opérationnelles de la liaison du Grand Belt au Danemark, un pont en suspension de plus de 18 km. Ce pont traverse la mer et est particulièrement exposé aux chlorures qui pénètrent et endommagent le béton. Il faut donc régulièrement inspecter l'ensemble du pont pour détecter les signes de rouille sur la structure. Jusqu'à présent, ils embauchaient des alpinistes pour faire ce travail long, dangereux et fastidieux d'inspection de la structure du pont. Sundenbelt travaille maintenant avec IBM sur des méthodes innovantes d'inspection utilisant des drones. La caméra est placée sur le drone et prend des vidéos envoyées en temps réel vers Maximo Visual Inspection qui détecte les caractéristiques de la structure du pont et qui identifie les points de rouille et les fissures qui posent problème. Grâce à Maximo Visual Inspection, parcourir un pont prend à présent 1 jour au lieu d'1 mois auparavant. Les inspections sont plus fiables, moins dangereuses et beaucoup moins coûteuses. Voilà, donc je conclurai en fait sur ce pont, puisque je vous ai parlé de sustainabilité, de développement durable en démarrage. Maintenir la maintenance, déjà par essence, en fait, c'est durable, puisqu'on fait durer nos équipements le plus longtemps possible, en les maintenant mieux, en prenant soin d'eux, en fait, je dirais, au quotidien. Et on ne peut pas imaginer, par exemple, qu'on peut économiser
plusieurs tonnes de CO2 en fait, en maintenant bien un pont, en fait, puisqu'on ne voit pas forcément comme un avion qui décolle du CO2 qui sort directement. Toute son empreinte carbone, elle n'est pas forcément visible sur nos équipements aujourd'hui. Mais c'est aussi important de bien les maintenir et de bien pouvoir suivre ces choses-là, puisque ça va dans la lignée de ce qu'on attend aujourd'hui dans l'industrie. Voilà, je vais terminer par ça. Donc effectivement, l'idée, c'est comment aller plus loin, mais ça, vous le savez tous, il faut démarrer, hein, comme disait Antoine tout à l'heure, c'est comment on démarre lundi matin, ou peut-être mardi, parce que tout le monde ne travaille pas lundi, autour de ces sujets-là, parce qu'il est largement temps d'y aller. Il y a un bon ROI en général qu'on sait calculer sur ces sujets-là. Et puis, le vrai enjeu d'aujourd'hui, hein, parce que moi, si je rejoins IBM il y a 7 ans, c'était justement pour plonger dans ce monde de l'intelligence artificielle, de l'IoT, de la data, au service de la maintenance, c'est de pouvoir le déployer à grande échelle et de l'appliquer à tous les équipements ou tous les types d'équipements. C'est encore trop du MVP, du POC, de l'innovation. Je pense qu'aujourd'hui, tous ces outils-là, ils sont faits pour que vous puissiez en disposer, vous, mainteneurs, vous, responsables de production et dans vos usines. Là, je vous ai montré un pont, je vous ai montré une antenne, mais évidemment, ça s'applique sur tout type d'équipement. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, je n'ai pas surveillé le chat en même temps. Oui, mais non, il n'y en a pas pour l'instant, mais ça va peut-être arriver. Mais effectivement, maintenant, c'est vrai que les technologies qui étaient encore en émergence il y a 4-5 ans, je dirais, maintenant, ça y est, elles sont clairement opérationnelles. Donc, il faut rattraper son train de retard, si je peux me permettre, et puis passer à mettre les pieds à l'étrier, quoi. Effectivement, le temps d'époque et des essais sont un peu terminés sur ces temps-là. J'espère qu'on va pouvoir passer avec elle dans les années, les mois à venir. Et les clients qui y sont déjà passés, en fait, ils ont fait des ROI assez importants, en fait, quand même, et assez rapidement, en fait. Puisque là, quand on va regarder la partie inspection visuelle, il s'agit de faire à peu près 200 photos et de faire l'apprentissage sur 200 images, et on a des résultats, en fait. Il y a encore des gens qui montent sur des raffineries, il y a encore des gens qui montent des échafaudages pour aller faire des inspections visuelles humaines sur des cheminées. Ça prend des mois et des mois, en fait, quoi. Pour donner un exemple de gens qui vont bientôt mettre en production la partie Maximo Visual Inspection. Super. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Super. Attendez, du coup, on a une question, c'est comment le remote diagnostic est-il appliqué? Est-ce que ça fonctionne par 3G? Voilà, comment ça? Alors, on essaie de le réduire au maximum pour qu'on puisse faire du remote. En fait, l'idée, c'est que le technicien sur le terrain, il va faire un streaming en fait, de la scène, pas de la scène de crime, mais de la scène de panne. Et ça va envoyer en fait, des photos à l'expert qui est à distance. Et cet expert à distance va annoter des photos qui vont être envoyées en surbrillance en réalité augmentée. Donc, en fait, on passe de photo à vidéo pour ne pas placer des flux vidéo et justement ne pas avoir trop de flux entre les deux. Mais oui, une petite 4G, c'est quand même mieux qu'une 3G pour passer le remote assistant. Ok. De toute façon, on fera, je pense, on fera à la rentrée, courant octobre, un événement dédié justement au déploiement de la 5G et des avantages que ça peut avoir dans l'industrie, parce que ça y est, ça devient opérationnel. Donc, on va avoir ce gap technologique qui va arriver de façon importante. Donc voilà. Merci beaucoup, Katia. C'était hyper instructif. Merci. Et donc, du coup, sans plus tarder, je passe au premier Stéphane du coup, parmi nos intervenants. J'espère que ça va être pour toi, parce que tu peux avoir à peu près le même temps que chez moi, c'est ça? Du coup. Oui, et là, c'est ça. C'est génial. Mais ça ne va pas couper. Ça va pas couper. Ça va bien se passer. Est-ce que l'écran est partagé? On est parfait. Tu peux démarrer. Merci beaucoup. OK. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Stéphane Hérin. Donc, je suis chargé d'affaires performance industrielle chez Digisoft. Donc, mon parcours, en gros, on parle de maintenance. J'ai fait 18 ans de maintenance. Donc, c'est un domaine que je connais plutôt bien. Et vous expliquer un petit peu ce qu'on fait sur différents types de moyens. Donc, le premier slide vous présente un peu l'entreprise. Je vais aller très vite. On existe depuis 2014. L'entreprise a grandi. Aujourd'hui, on est 18 personnes. Qu'est-ce qu'on fait? On commercialise du logiciel. Donc, pour faire ça, on a avec nous des développeurs, on a des experts métiers, on a des data scientists, on a toute la partie commerce administratif et on a ouvert un centre de formation l'année dernière, Calliope, pour former tous les utilisateurs. Alors,
qu'est-ce que DigiSoft et qu'est-ce que DigiScope? En fait, on va vulgariser l'outil. L'outil est souvent assimilé à la boîte noire d'un avion, sauf qu'on n'est pas une boîte noire. En fait, on est une boîte transparente où on voit toutes les données qui vont être enregistrées dans une machine. Au même titre que dans un avion, on l'applique sur un process industriel. Donc, tout type de process industriel, un process industriel séquencé ou autre, peu importe. Le but, c'est d'enregistrer en permanence toutes les données machines. Donc, on est vraiment, notre métier, le logiciel est vraiment sur la machine. Alors, pourquoi on a construit ce logiciel, pourquoi on a développé cet outil? C'est en cas de crash d'une machine-outil, d'un process industriel, quel qu'il soit, l'important, en cas d'aléa machine, comme on parlait tout à l'heure, 80% des problèmes, il faut qu'on les comprenne. Eh bien, avec l'outil, on va directement pouvoir relier le scénario. Au niveau d'un avion, on prend la... Ah, pardon, excusez-moi, ça a défait tout seul. Au niveau d'un avion, on comprend ce qui se passe. Au niveau de la machine-outil, on va faire exactement la même chose. Là, c'est un cas concret, par exemple, d'un asservissement d'une pompe haute pression qui se passe mal. Et aujourd'hui, le principe, c'est de le comprendre. Donc, l'outil va permettre ça, va permettre de rejouer le scénario pour comprendre ce qui s'est passé au niveau de l'incident. Il y a une deuxième fonctionnalité aussi de l'outil qui va permettre, là on va faire l'analogie avec le train d'atterrissage d'un avion, ça va permettre de surveiller pas mal de choses. Donc, on va juste se mettre sur un avion, pour exemple. On va pouvoir, par exemple, avec l'outil, faire des calculs qui vont nous permettre de, on va dire, quand au moment où quand on va ouvrir le train d'atterrissage, on va regarder la consommation de l'avion avant, après, et on va faire un delta, et on va, en gros, dire, quand on ouvre un train d'atterrissage, on consomme tant. On peut aussi imaginer faire une photo des paramètres au moment de l'ouverture du train d'atterrissage. On peut imaginer, pendant que le train d'atterrissage s'ouvre, on va surveiller la courbe de pression qu'à ce moment-là. On peut aussi, pour la maintenance, c'est très, très important, surveiller un temps de mouvement, combien le train d'atterrissage a mis de secondes pour sortir. Et on peut aussi imaginer mémoriser la vitesse de l'avion au moment de l'impact du train de l'avion sur la piste. Donc ça, c'est des fonctionnalités de l'outil. Si on l'amène maintenant à une machine réelle, on va surveiller par exemple une consommation d'énergie pour une pièce produite. On va faire une photo d'un tableau de paramètres à chaque pièce qui vont être importantes pour un suivi de qualité, par exemple. On peut imaginer suivre la courbe d'un courant d'un axe à un moment bien précis d'un usinage ou peu importe, d'un mouvement. On peut imaginer sur des process robotiques, peu importe, sur des temps d'ouverture de pince pour, en gros, déterminer demain un grippage. On commence à gripper, du coup, on a un temps d'ouverture qui est beaucoup plus long. On peut imaginer aussi voir sur cette même pince ou sur un emmanchement, peu importe, le pic d'intensité qu'on a eu au moment de son mouvement. Donc ça, c'est des choses que peut faire l'outil. Par contre, où s'arrête l'outil? Eh bien, c'est très simple. L'outil est vraiment au niveau de la machine. En fait, l'outil est là pour raffiner des données, c'est-à-dire qu'on va les enrichir, on va les contextualiser et derrière, on va les mettre à disposition des clouds. Au même titre qu'un avion parle avec une tour de contrôle, nous aussi, on va parler avec un cloud et on va renvoyer certaines informations affinées, certaines informations contextualisées qui vont être importantes et derrière, on va pouvoir faire de la data science dessus. Ce n'est pas notre métier. Nous, on est vraiment dans dans la machine. Le deuxième intérêt de l'outil, c'est qu'il est important pour envoyer de la donnée au tour de contrôle au data lake.
que la donnée soit prise en même temps et qu'elle soit sur la même base de temps. Parce qu'on va les comparer et on va regarder un petit peu ce qui se passe en fonction de la problématique qu'on veut trouver. Donc, il faut qu'on soit multi-équipement et on va dire sur la même base de temps. Donc là, on a plusieurs avions. On va passer juste au slide juste après. On va voir. Ici, ça met en évidence qu'on a. Donc, nous, on se connecte. Le principe, c'est sur une machine. Sur une machine, on a plein d'équipements, plein de sous-ensembles. Et donc, le but de l'outil, c'est qu'il soit plug and play sur la machine, bien sûr. Qu'on ne soit pas intuitif, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune modification sur la machine à faire. Donc, aujourd'hui, l'outil se connecte sur toutes les commandes numériques, sur pas mal d'automates, sur pas mal de types de robots. Des fois, on a besoin de rajouter du capteur additionnel. On est partenaire avec IFM qui nous fournit toutes les solutions de capteurs. Il y en a énormes et il y en a beaucoup. Et du coup, on peut faire du capteur additionnel. On sait aussi récupérer des informations vibratoires qui viennent de l'outil, enfin des systèmes qui sont sur machine. On est aussi communicant en OPC-UA. Et des fois, on a aussi besoin de synchroniser toutes ces données machines avec des vidéos. Donc, on a aussi un système qui va enregistrer la vidéo et la synchroniser avec toutes les données machines. Ça va nous permettre, au moment d'un aléa, de vraiment le comprendre. Alors, ce n'est pas à chaque fois, hein, mais il y a des fois où on en a besoin. Donc, on a aujourd'hui couplé la vidéo avec ceci. Notre expertise, c'est quoi? Eh bien, c'est vraiment d'aider au diagnostic sur tout ce qui est micro-arrêt et tout ce qui est problème. Signature machine kilomètre zéro, c'est-à-dire une machine neuve, on va carrément regarder comment elle fonctionne au départ et après, dans le temps, on va regarder comment elle dérive. Là, on va vraiment enregistrer tous les paramètres machine neuve. On peut aussi, le but, c'est de surveiller le temps de cycle générique, mais le temps de cycle, c'est vraiment notre plus-value, c'est décomposer vraiment le diagramme de cycle d'une machine et suivre, en gros, quel mouvement nous impacte et du coup impacte le temps de cycle. Avec ça, on fait de la fiabilisation, de l'optimisation. Monter en héros, c'est notre premier métier et tout ce qui est, bien sûr, développement de drivers de communication. On est là pour communiquer avec le plus d'appareils possible pour, en gros, remonter plus de données possible et l'enrichir. Donc, toute la valeur ajoutée, c'est la collecte haute fréquence, tout ce qui est enregistrement de données, contextualisation de la donnée. Il est très important de contextualiser cette donnée et de l'envoyer vraiment à un moment bien précis. On prend un exemple, une température d'un groupe hydraulique, ça ne sert à rien de la suivre en permanence, on veut juste la suivre à un moment où la machine fonctionne. Au-delà de tout ça, on peut imaginer toujours sur une température hydraulique, ce qui va être important, c'est la température, mais aussi la température de son environnement. Donc, un de nos objectifs aussi est de faire un delta entre les deux températures, et c'est ça qui va être important de surveiller, nous, en termes de maintenance. Après, le but, quand on commence à faire de remontées de données aussi, c'est d'avoir des noms standards, et c'est aussi très important qu'on s'y retrouve dans plusieurs types de machines. Et en gros, le produit aujourd'hui est développé pour vraiment suivre un process global. Alors, il y avait deux choses sur lesquelles on est vraiment vigilant. Il y a des étapes de collecte, c'est-à-dire que quand on veut suivre un équipement, il y a des étapes vraiment à franchir. Il ne faut pas y aller comme on disait tout à l'heure, on y va, on enregistre tout et en fait, ça ne sert à rien. Non, il y a vraiment des étapes. Donc là, je vous les ai décrites. Du coup, il faut vraiment cibler le cas d'usage. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui coûte cher? Qu'est-ce qui coûte cher en maintenance? Qu'est-ce qui coûte cher en qualité? Donc, c'est vraiment ça, la première étape. Deuxième étape, quelles données on va prendre en fonction de ça? Donc là, on va travailler vraiment avec les experts métiers. Donc, on a un retour d'expérience plus avec les gens qui maîtrisent complètement le process. Derrière, une fois qu'on sait quelles données, à quelle fréquence on va la prendre, on va derrière la comprendre. Et c'est important de comprendre la donnée qui va être enregistrée, sinon on ne sait pas derrière comment la traiter. Donc, c'est pareil, ça va se faire avec des experts métiers et process. Après, on va commencer à la collecter. On va commencer à la collecter et surtout la visualiser, c'est super important. Au départ,
la collecter, c'est très bien. Par contre, il faut la visualiser parce qu'on peut se rendre compte qu'il y a certaines choses à épurer dans la donnée ou des comportements qui sont bizarres. Ça, c'est important. Du coup, après, on va l'enrichir, on va la raffiner et vraiment, on va à ce moment-là, la remonter dans une base de données. Et c'est partir, et c'est juste après la 5e étape qu'on va commencer à les remonter. La deuxième chose qui est très, très importante pour nous en termes de maintenance, c'est vraiment, je vais prendre l'exemple d'un avion qui atterrit, tout simplement, et qui rencontre un objet qui va générer une crevaison lente. La crevaison lente, c'est très bien, on va alerter, on va dire attention, dans 10 minutes, ton pneu est à plat, super, on va changer le pneu. Il est hyper important de trouver la cause racine. C'est-à-dire, c'est bien de crever, mais il ne faut surtout pas que le copain derrière il crève. Donc, le but vraiment de tout l'outil, c'est vraiment, à partir d'un aléa, de comprendre la cause racine et de l'éradiquer. Donc, c'est l'essentiel pour nous en termes de maintenance. C'est oui, on va dire, attention, il faut changer ça, mais pourquoi il faut changer? Est-ce que c'est normal? Non. Allez, on enlève l'objet qui est sur la voie pour que le petit voisin derrière, il crève pas. Donc ça, c'est deux choses qui sont très, très importantes pour nous, qu'on a voulu vous partager aujourd'hui. Après, on a… pourquoi j'ai plus… Si, voilà. Donc, après, voilà, je vous ai à peu près tout expliqué. Il n'y avait pas de slide, on est bien. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Bah non, je trouvais ça. Ah bah attends, parce que Katia, on ne vous entend pas. Je ne sais pas si elle nous parle ou pas, ou si c'est nous ou pas. On n'a pas de micro. Ah non, ou peut-être qu'elle parle. Non, je pense qu'elle parle. Non, bah, en tout cas, c'était déjà très clair. En tout cas, pour ma part. Mais, il y a une question, Antoine, de Yannick. Ah bah, je ne l'ai pas. Ah. Alors, il écrit « Je comprends que vous faites du calcul d'OEE ». Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est écrit comme ça. Avec de l'enrichissement opérateur. Je l'ai. Alors, on ne fait pas de l'OEE. Notre principe, c'est vraiment de prendre de la donnée sur machine et de l'envoyer vraiment à un… Alors, je peux reprendre la diapositive qui est juste au-dessus. D'accord ? Notre principe, on est vraiment au pied de la machine et le but, c'est vraiment d'envoyer toutes les données, en gros, dans toutes les plateformes d'IT qui sont disponibles. Donc, on ne fait pas aujourd'hui d'OEE. Par contre, on prend les infos et on les contextualise. OK. En termes d'intégration, comment ça se passe? Demain, on t'appelle pour intégrer ça dans notre atelier. Ça se passe bien, mais au-delà de ça… Donc, ça se passe très bien. Alors, généralement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on audite le parc, c'est-à-dire qu'en fonction des moyens qu'il y a sur le parc, on va regarder un petit peu ce qui est possible ou non de collecter comme données. Après, on va prendre les cas d'usage. Pourquoi vous voulez faire ça et vraiment, qu'est-ce que vous voulez en tirer? Et après, on installe le logiciel dans les machines, soit sur des PC qu'il y a déjà dans les machines, ou soit on peut mettre à disposition des PC pour d'ailleurs commencer à prendre de la donnée et commencer à la collecter. Voilà. Et après, on a aussi une solution où il n'y a rien besoin de mettre de la machine. On installe le logiciel sur un PC du client et après, il se balade sur certaines machines pour faire ses relevés de kilomètre zéro, pour comprendre un peu comment fonctionne son process. C'est plus on va dire, de la mesure ponctuelle dans ce cas-là. OK, très bien. Bon, c'est clair. Est-ce qu'il y a une possibilité de connexion avec un ERP pour les infos descendantes puis remontantes? Alors, remontante, oui. Descendante, je ne vois pas pourquoi, parce qu'aujourd'hui, l'outil est client et serveur. Donc, oui, il y a des possibilités, il n'y a pas de souci. Voilà. Top.
Top, top, top. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Stéphane. Merci à vous. Si on a d'autres questions, de toute façon, on la reprendra à la fin. Il n'y a pas de problème particulier sur ce sujet. Par contre, j'ai plus l'autre, Stéphane. Si, il est là. Voilà, l'autre, c'est Stéphane Vif qui est là. On va vous laisser ouvrir votre micro et puis partager votre écran qui va bien se passer. C'est bon pour vous? Enfin, du coup, attends, on va peut-être ton partage du coup, Stéphane. Je peux pas partager parce que pour l'instant, Stéphane partage. Voilà. C'est bon. Merci, Stéphane. Attendez, parce que du coup, alors, le temps que vous vous caliez, on va juste une dernière question pour Stéphane Hérin. C'est, pouvez-vous contextualiser une lecture de BMS? Je te la lis comme elle vient. Hop, j'ai retrouvé le son. BMS, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas dire, mais faudrait me contacter. Je ne sais pas. Batterie, oui, c'est ce que j'avais aussi sur la partie batterie, mais je ne vois pas forcément le lien là. Ok, bah après, de toute façon, nous, on sait prendre des données sur les périphériques à partir du moment où il y a notre métier est vraiment de prendre la donnée haute fréquence. Donc, généralement, on fait des drivers natifs. Mais si le périphérique est, on va dire, OPC UA, généralement, on arrive à prendre des données. Ok, c'est parfait. Ça marche. Bah, écoutez, on vous laisse la main du coup, Stéphane. Alors, je ne sais pas, est-ce que… On vous voit, on vous entend, on a tout. Vous avez le partage de l'écran du coup? Ouais, on a le partage. Smart Monitor. Oui, c'est nickel. Donc, Antoine, merci de nous avoir invités à ce webinaire. Donc, alors, nous, on est société allemande de fabrication d'avertisseurs sonores lumineux et nous avons développé, il y a un peu plus de 10 ans, un système de supervision des machines à partir des colonnes lumineuses. Donc, ce système-là, Smart Monitor, fonctionne sous une base de données SQL. Verma vient de sortir un nouveau système que je ne vous présenterai pas aujourd'hui, mais qui s'appelle WeAssist. Et là, on est sur la suite logique de Smart Monitor. Par contre, on commence à stocker des données sur du cloud, toujours à partir des données des colonnes lumineuses. Donc, Smart Monitor, en fait, c'est tout simple. En fait, c'est un système de supervision sans fil à partir des colonnes lumineuses. Donc, toute machine industrie, en principe, est équipée d'une colonne lumineuse qui vont vous donner des statuts de fonctionnement. Donc, du coup, ce qu'on a développé, c'était la suite logique, c'était d'augmenter, naturellement, de rentrer dans le challenge industriel, d'augmenter les productivités de vos machines, baisser, optimiser les coûts de production, augmenter la fiabilité et les temps de fonctionnement de vos machines. Et c'était organiser les installations. C'était naturellement gagner en réactivité, en flexibilité, en entrée dans le monde de l'industrie 4.0. Ça, c'était il y a à peu près 10 ans par rapport à ce que nous, par rapport à notre concept. Notre système, c'était d'avoir une meilleure visibilité des états de production, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que, en fait, au niveau des données, alors beaucoup de machines sont connectées et remontent beaucoup d'informations, mais on a encore des machines conventionnelles sur lesquelles il y a très peu d'automates et sur lesquelles ces machines-là sont indispensables au niveau industrie et ne sont pas forcément suivies. Donc, en fait, par rapport à la colonne lumineuse, on arrivait à remonter en fait les temps de fonctionnement de ces machines. Donc, c'était d'avoir une meilleure visibilité des états de production, c'était surtout d'archiver et d'archiver ces données donc, dans la donnée SQL, et c'était aider en optimisation des processus de fabrication. Notre système, tout simple, d'une colonne lumineuse, on intègre dans des colonnes lumineuses des slaves qui vont en fait collecter ces données, qui vont transmettre en radio ces données vers un master qui, lui, est connecté à un G45. Là, on parle d'une base de données qui est une base de données SQL sur le serveur usine. Le nouveau système WeAssist, on sera pareil, au collecte de données, mais là, on remonte les données sur du cloud. Et on a un logiciel qui permet de visualiser ces données machines et productivité. Alors, sur quel type de machine? Naturellement, tout type de machine, parce qu'on va récupérer des sorties automates, toutes simples, et autrement, même carrément des sorties contact sec pour des machines classiques. Mais on n'écarte pas également le poste de travail. Donc là, on va commencer à communiquer via des boîtiers en dos. Donc, système de communication qui vont remonter toujours sur la colonne lumineuse et qui vont transmettre les données. Nous, on fonctionne en radio, donc pas de câblage entre la machine et la base de données. Tout est transmis par radio, qui permet d'avoir une meilleure diffusion du signal à travers le mur d'obstacle.
On est sur des portées de 300 mètres et on arrive à étendre jusqu'à 900 mètres. Donc, on arrive à superviser jusqu'à 900 mètres de surface de système. On cohabite sans problème au réseau Wi-Fi Bluetooth et notre système permet en fait également d'étendre ce système sur quatre zones différentes ou 4 ateliers. Toujours ça, c'est par rapport au Smart Monitor. Aujourd'hui, sur le Wii Assist, on a plus de possibilités. Et naturellement, on répond aux normes européennes de radio. Et le système est un système de routage automatique, ce qui fait qu'on a une bonne couverture des machines. Nous, c'est relativement simple. On part d'une colonne, on part d'une machine, on va remonter des statuts de fonctionnement sur votre machine, des temps de fonctionnement, des temps de réglage, des machines en panne, machines en maintenance. En fait, c'est ces données-là qui remontent sur la colonne et qui sont utilisées et utiles pour les opérateurs. Et en fait, on va récupérer donc tous ces états-là et qu'on va transmettre. Notre matériel est composé de plusieurs slaves. Le WinSlave, c'est un système qui va permettre de collecter en fait maximum 8 états, donc un feu fixe ou un feu clignotant. Le slave performance, ça va être un petit peu pareil, mais on va avoir une entrée de comptage. Donc, tout simplement une entrée de comptage, un front montant de 10 Hz qui va permettre en fait du comptage de pièces. Dans certains cas, ça peut être utile si vous n'avez pas de sortie automate pour faire du comptage. Donc là, on est sur du comptage de pièces. Et on a le dernier qui est le Slave Control. Le Slave Control, on commence à communiquer avec les… Alors, les 2 premiers, c'est bien des données qui vont remonter vers la base de données. Le Slave Control, on va commencer à utiliser les données dans la base de données pour redescendre vers la ligne de production. Juste un exemple, une chaîne de production équipée de X îlots. En fait, en tête de ligne, vous allez mettre une colonne avec un Slave Control qui va vous donner votre statut à l'instant T de votre machine, temps de fonctionnement. On est sur un WinMaster Ethernet qui, lui, RJ45, collecte toutes les données. Notre système relativement simple, Smart Monitor, c'est sans fil. Bon, c'est un système radio. On a un câblage entre la machine et la colonne lumineuse. Après, tout est transmis par radio. C'est un montage aisé, facile à adapter. C'est modulable. Au niveau du déploiement, on est sur du Microsoft. Et il y a également des logiciels indépendants qui permettent une interface d'automatisation entre les différents logiciels. Par exemple, on prend une GMAO classique qui a possibilité d'aller lire dans la base de données, des temps de fonctionnement de machine, peut récupérer ces données pour pouvoir planifier des plans de maintenance. Notre système, c'est donc un logiciel multi-utilisateur en réseau, logiciel sans licence, mise à jour gratuite. Donc, c'est un système qui se déploie sur PC, sur serveur. C'est un système d'exploitation Windows, donc jusqu'à Windows 10. Pour Smart Monitor, avec le Wii Assist, ce sera beaucoup plus simple. Et on est sur une base de données SQL, Microsoft SQL fournie et qui est gratuite, 10 Go. Donc voilà le système Smart Monitor. Bon, on est beaucoup moins, on est sur du suivi machine. Donc il y a 10 ans, on s'est rendu compte que les entreprises n'avaient pas forcément beaucoup de remontées d'informations. Et là, par rapport à ces colonnes-là, on a pu récupérer ces données, remonter toutes ces données. Le logiciel est composé en fait de plusieurs vues, des vues d'ensemble qui vont vous permettre de visualiser des états de machine à l'instant T. Donc sur des écrans, vous avez la possibilité d'avoir l'état de vos machines. Vous avez la possibilité de configurer ces slaves, d'avoir des notifications par mail pour avoir des changements d'état. On a également la productivité, aperçu simple de la production des slaves sur des périodes sélectionnées avec des affichages en pourcentage en durée. On est sur des définitions de statut productif ou non, avec des histogrammes qui vont vous donner déjà une première idée de votre temps de fonction de vos machines, productives ou non. Là, pareil, durée de service, c'est encore un autre onglet qui permet d'avoir un film de production des intervalles choisis, qui analyse une ou plusieurs machines, possibilité d'insérer des commentaires. Vous allez avoir des défauts qui vont s'afficher. Vous avez la possibilité à instant T, en cliquant sur le défaut, et de pouvoir renseigner ou pré-renseigner en fait déjà une notion de défaut ou orienter un défaut. Attention, on ne va pas comme les 2 premiers confrères qui ont présenté, on ne va pas si loin que ça. Nous, ça reste comme relativement simple.
On a les possibilités naturellement de faire des extractions de rapports pour avoir donc les pannes, les arrêts, des commentaires. On a différents onglets qui vont être utilisés dans différents onglets comme la vue d'ensemble, la productivité, la durée de service, les tâches. Et on peut exporter ces formats, ces données sous différents formats. Les options aussi disponibles, donc Slave Performance, Slave Control, boîtier en don, des interfaces d'optimisation. Donc, le WinSlave Performance, on importe des tâches ou des ordres de fabrication. On peut à ce moment-là visualiser la progression de la tâche et connaître également analyser la productivité de ces tâches. Au niveau du Slave Performance, toujours, donc affichage sur la partie vue d'ensemble, on a l'affichage clair de l'onglet vue d'ensemble, on a une analyse de la courbe de progression de comptage, donc réalisation de pièces, et possibilité de justifier par un commentaire en fonction des états, des défauts qu'on peut constater. Le Slave Control, donc le Slave Control, donc c'est bien le dernier qui lui qui en fait communique avec la base de données et qui va redescendre vers les machines. Donc on a un contrôle manuel, possibilité à travers la vue d'ensemble sur le logiciel, mais sinon on définit des règles logiques pour piloter le Slave Control selon les états des autres slaves, avec plus possibilité de commander à distance 4 sorties pour venir piloter en traitement. Boîtier en don, parce que ça, c'est quelque chose qui, alors on est capable de suivre, on va très loin pour faire du suivi de machine, mais on se rend compte que des opérateurs sur des postes de travail sont relativement laissés à l'écart. Avec ces boîtiers, on permet aux opérateurs de déclencher des signaux lumineux fixes clignotants depuis leur poste de travail qui vont pouvoir permettre de faire de l'appel approvisionnement, du contrôle, de la supervision, de la maintenance. En fait, ils vont communiquer comme une machine, sauf c'est l'opérateur qui va actionner une boîte à boutons pour pouvoir remonter les informations. Les interfaces d'automatisation, donc l'interface XML qui permet de mettre à disposition des données de logiciels tierces et de les importer vers Mawin à partir du logiciel. On a Win2Application qui est possible de transmettre des états d'une colonne lumineuse vers une application externe. Et le dernier qui est WinCLI Tools, qui est en fait une application externe qui peuvent commander par logiciel le Slave Control. Donc voilà ma présentation. Donc Antoine m'a demandé de revenir. Voilà ce qu'on représente. Je ne vous ai pas parlé aujourd'hui de Smart Monitor. On a le système WeAssist donc j'en parle pas aujourd'hui, mais vous pouvez aller sur le site Verma, verma.com et avoir des renseignements sur le WeAssist qui est en fait la nouvelle génération de notre système de supervision de machine. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que c'était clair. Oui, merci Stéphane. Du coup, je pense que effectivement, c'était complémentaire avec les 2 solutions précédentes. Et là, on a quelque chose et pareil, également immédiatement opérationnel et applicable quand même sur un bon nombre de machines et de postes de travail. Donc, on a quand même quelque chose qui nous donne… je le vois plus comme quelque chose pour du primo-accédant, entre guillemets, même si ça a son intérêt plus loin, mais ça permet déjà de mettre le pied à l'étrier sur tout un tas de solutions. C'est une première approche. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Super. Écoutez, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas, Jacques, si… Oui, Antoine. J'ai une question, mais qui n'est pas arrivée au bout. Du coup, j'ai une question qui n'arrive pas arrivée au bout, donc je n'ai pas de question particulière. Je ne sais pas si… profitez-en, j'ai envie de dire, pour ceux qui sont là, parce que du coup, on a encore tout le monde. Donc, d'accord, ok. Ça marche, c'est bouquet. Ça marche. Très bien. Bon, en tout cas, si vous n'avez pas plus de questions que ça, vous pourrez de toute façon retrouver toutes les coordonnées des différents participants lors du replay. Vous aurez accès du coup à toutes leurs coordonnées qui sera informé. Vous avez effectivement la partie sondage qui vous est présenté là maintenant. Ça prend 30 secondes à remplir si vous voulez. Sachez quand même qu'il y a des financements qui sont accessibles aussi bien en région Bretagne que Pays de la Loire que Nouvelle-Aquitaine, que d'ailleurs sur d'autres régions, mais là du coup on les opérera moins, voire pas, mais en tout cas on a des solutions de financement pour vous aider à mettre le pied à l'étrier sur ces solutions. Donc,
je dirais, n'hésitez pas à au moins vous interroger, parce que au-delà même de l'intégration, du financement, de la technologie, on peut aller aussi chercher du financement sur la partie conseil à l'intégration, etc. Donc n'hésitez pas. Et puis nous, on est là aussi pour vous guider dans ces choix. Donc voilà, écoutez, il me reste à vous remercier tous les trois, Katia, Stéphane et Stéphane. Je te coupe, Antoine, il y a une question. Pardon, oui, on a deux questions. Une question, non, c'est toujours le même intervenant, mais c'est une autre question. Y a-t-il même question que pour Digisoft. Oui, voilà, faites-vous de l'enrichissement opérateur des remontées de smart connectors, et y a-t-il des interfaces prédéfinies pour exploiter la donnée, par exemple sur l'eau? Stéphane Le Buff, du coup. Alors, du coup, même question. Faites-vous l'enregistrement d'opérateurs de remontée smart connector? Alors, enrichissement. Nous, on va collecter en fait ces données qu'on va remonter, donc c'est plus du stockage de données. Après l'enrichissement de ces données-là, on va pouvoir avoir au niveau du logiciel donner des petites informations au niveau productivité, mais on ne va pas aller beaucoup plus loin. On n'a pas forcément le système. Il est là, de la donnée, ces données sont à disposition, et après c'est des logiciels tierces qui vont pouvoir après optimiser et vraiment développer le système. Je ne sais pas si c'est complémentaire avec le système qu'on a vu avant, de toute façon. Ce que vous avez, c'est là où c'est intéressant. Hein. Si tout ça, ça communique, effectivement, et c'est pas un souci de mettre tout ça en musique après. Ok. En tout cas, il salue le fait que votre situation est maligne. Du coup. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Il me reste à souhaiter donc du coup un grand merci de nouveau à nos trois intervenants, Katia et Stéphane. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end, même si la météo n'a pas l'air plus clémente par chez nous. Et puis, il me reste à vous retrouver en troisième journée, qui sera, elle, du coup, fin juin, le 24, pour être précis. Donc, du coup, elle dédiée à la partie jumeaux numériques. On parlera scan 3D, on parlera de surcouches logicielles qui permettent de piloter et de manager différentes solutions technologiques qui ne communiquent pas entre elles, etc. Donc, du coup, j'ai hâte de vous retrouver dans 3 semaines maintenant pour ce sujet-là. Voilà. Merci à tous, excellent week-end, à très bientôt. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.